Et bonjour à tous et à tous. Avant de commencer cette présentation, j'aurais besoin de faire un petit sondage et j'aurais savoir qui dans la salle a déjà entendu parler ou connaît les principes Lean Manufacturing ou méthode de fabrication de Toyota, s'il vous plaît. Bon, ça tombe bien, je vais vous parler de Design Thinking. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le Design Thinking ? Je suis allé hier soir sur Wikipédia pour préparer ma présentation et je vous lis la définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Le Design Thinking est une approche de l'innovation et de son management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Je ne sais pas si ça vous inspire, mais comme dirait une connaissance de la Silicon Valley, it stinks. En français, ça pue. Alors, je suis allé sur Google et puis j'ai tapé Design Thinking en français. Et là, je suis tombé sur une autre citation, la deuxième, qui apparaît après Wikipédia, que je vous lis. Le Design Thinking permet de réaliser des produits et des services désirables par le consommateur même s'il n'avait jamais exprimé clairement un tel vœu, réalisable techniquement et viable économiquement. Là, pour le coup, ça me parle plus. Et je remercie Véronique pour cette citation, parce que c'est effectivement Véronique Hélène qui apparaît en deuxième position sur la définition de Design Thinking dans le site français de Google. Pour moi, Design Thinking, tel que je le comprends, c'est un petit peu, et je vous ferai le parallèle pendant ma présentation, comme le Lean Manufacturing. C'est plus que des outils, c'est plus qu'une méthodologie, c'est une philosophie, une façon de voir les choses qui est parfaitement intégrée dans notre stratégie d'entreprise. Alors pour commencer, je voudrais, pour que vous compreniez un petit peu mon témoignage et l'expérience que j'ai vécue dans ce chemin, ce parcours du Design Thinking, revenir un petit peu sur effectivement l'introduction qui a été faite. J'ai démarré ma carrière dans les usines et avant de prendre mon premier poste de responsable d'atelier, en fait, tout en sortant de l'école d'ingénieur, je suis rentré directement chez Michelin et les 9 premiers mois ont été passés sur le terrain à tenir des postes d'ouvriers en 3-8, de chef d'équipe, de technicien qualité et surtout, le plus intéressant, ce qui est assez rare, je pense, de nos jours, j'ai fait 3 mois de stage d'organisation industrielle. Alors ça peut paraître assez lointain, mais à l'époque, en organisation industrielle, chez Michelin, il y avait encore des tarifs. C'est-à-dire que les gens étaient payés au prix pièce. Donc, il y avait un barème qui était fixé. Et c'était des gens d'organisation industrielle qui faisaient l'organisation du poste de travail et qui essayaient d'optimiser la productivité et définir quelle était la juste allure pour produire la quantité de pneus désirée dans les 8 heures de travail. Donc, on passait beaucoup de temps en 3-8, parce qu'il faut regarder plusieurs équipes, comment ça se passe la nuit, le jour, à étudier ces gens, travailler et à essayer d'optimiser leur travail et arriver avec un système de paiement, de rémunération qui est justifié, parce que vous devez vous justifier vis-à-vis, bien évidemment, des opérateurs qui vont performer ces tâches, et qui est juste. Et ça développe un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Quand j'ai rejoint le groupe Tarkett en 2007, je change maintenant de quelques décennies plus tard, c'était avant tout un groupe assez décentralisé, qui avait cru beaucoup par acquisition, mais qui n'était pas tout à fait un groupe, c'était plutôt une fédération de PME. Et pour en faire un groupe industriel, la première chose que j'ai décidé, c'est de savoir quelles étaient les valeurs et la vision que l'on avait ensemble pour le business. Tarkett est un groupe très international, il y a 12 000 personnes un peu partout dans le monde, très décentralisé. Sur 12 000 personnes, le siège, c'est 60 personnes. Hein. Donc, tout se passe sur le terrain. Ce n'est pas très typique des sociétés françaises ou qui sont plutôt très centralisées. Et donc, la question, c'est de savoir comment on travaille dans une société comme ça, de manière efficace, pour atteindre nos objectifs. Et assez rapidement, vous avez à l'écran la vision et les valeurs que nous avons définies à l'époque, qui me paraît être le socle fondamental pour commencer à définir une stratégie d'entreprise et surtout pour aligner une organisation qui est très décentralisée. Et puis tout de suite après, en 2008, s'est posé la question, quelle est vraiment la manière dont Tarkett va pouvoir gagner dans cet univers très concurrentiel qui est le revêtement de sol, comme toutes les entreprises.
Et personnellement, on est dans un métier où il y a une très forte proximité avec tout l'écosystème dans lequel on travaille, que ce soit les architectes, les designers, les installateurs, les distributeurs de nos produits. C'est un univers qui, venant de l'automobile, qui était devenu très déshumanisé quelque part, à part quand on parle de l'utilisateur, mais en termes de relations équipements automobiles par rapport à des constructeurs automobiles, je dirais que la relation commerciale était plutôt des bidding online sur Internet que de relations d'homme à homme. On retrouve dans l'univers dans lequel on est une relation humaine très forte. Et j'ai décidé qu'en 2008, Tarkett se différencierait avant tout par sa capacité à procurer à tous ses clients, toutes les personnes qui interagissent avec l'entreprise, une expérience extraordinaire. C'était en 2008. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'expérience client. À l'époque, ça ne l'était pas trop. Maintenant, une fois que j'avais défini ce fameux motto, c'était un petit peu plus difficile de passer à l'action et de décliner ce motto qui était à la base de notre stratégie d'entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les choses classiques que font les entreprises. On a renforcé notre direction de marketing. On a segmenté le marché de manière un peu innovante par rapport à notre marché à l'époque, qui était plutôt une segmentation par produit ou par canal de distribution. On a rajouté une troisième dimension qui était une segmentation par usage. On a bien sûr mis en place, déployé des outils de CRM pour les forces de vente. On a mis bien sûr en place une enquête de satisfaction client de manière périodique. Tout ça nous a permis d'avancer dans la bonne direction, mais j'allais dire de manière assez incrémentale. On le mesurait à travers les résultats de l'enquête de satisfaction client, on s'améliorait progressivement, mais c'était, je ne dirais pas, véritablement une rupture. Et puis, comme l'a dit Véronique ce matin en introduction, il y a eu un moment, un déclic qui s'est produit, c'était à peu près il y a 2 ans. J'étais dans ces bâtiments, enfin dans l'autre bâtiment, dans le lieu d'Espace Café qui a été montré ce matin dans la présentation de Nespresso. Et en discutant avec... je venais pour faire une intervention sur la stratégie d'entreprise dans un des cours que dirige Véronique. Et en discutant à la pause café avec Véronique, elle me parle du design thinking. Et alors là, franchement, ça a été pour moi une sorte de révélation. Ça a été la compréhension intime de comment j'allais pouvoir utiliser le design thinking, tout d'abord pour atteindre l'objectif que je veux atteindre, qui est de donner à tous nos clients, tous les gens qui interagissent avec notre écosystème de Tarkett, une expérience extraordinaire dans la relation qu'on a avec eux. Donc, mais surtout, transformer la culture d'entreprise que je veux encore plus orientée client qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, je vais maintenant vous expliquer pourquoi, dans mon cas présent, et ce n'est qu'un témoignage, je n'ai pas vocation à ce que ce témoignage soit universel, mais pourquoi tout d'un coup ce déclic s'est produit. Et c'est là que je reviens sur le parallèle que j'ai fait avec le lean manufacturing, les méthodes de production. Premier principe fondamental du design thinking, c'est l'empathie. La capacité à observer et à prouver de l'empathie. Alors, vous savez que tous, dans les usines, les entreprises industrielles, je ne connais pas un seul fabricant aujourd'hui qui n'a pas comme objectif le 0 accident dans ses usines. Et malgré tout, on a encore des accidents. Et quand je vais dans des usines, je me balade dans toutes les usines avec le directeur d'usine, on s'arrête, on fait le tour d'usine. Il n'y a pas une usine où je ne trouve pas une situation qui mériterait une réaction du management en termes d'accident. Il s'agit juste d'observer, de regarder. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi les personnes dans l'usine ne le voient pas, ne voient pas la même chose que moi. Alors déjà, première réponse, c'est si vous ne mettez pas à la place de l'opérateur qui fait l'opération et qui se met à risque, vous avez peu de chances de percevoir le risque. Pardon. Voilà, donc si vous ne mettez pas sous la voiture, vous avez peu de chances de percevoir le risque. Mais souvent, ce que je me dis, c'est la personne ne voit pas, elle le voit, mais elle ne le sent pas. Il y a un problème qui est vraiment émotionnel.
Et est-ce que cette personne-là, posez-vous la question, est-ce que vous réagirez de la même façon quand vous voyez cette photo-là, suivant que vous la regardez de l'extérieur d'assez loin, comme je le vois ici, suivant que vous êtes vous-même sous la voiture, et je peux vous garantir que, ayant été, quand vous demandez aux opérateurs qui font des fois des choses qui mettent en danger potentiellement leur sécurité, ils ne s'en rendent pas compte. Je pense que la personne qui travaille sous la voiture ne s'en rend pas compte, et pourtant c'est sa vie qui est concernée. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le mari, l'épouse, le frère de cette personne-là, elle sentirait qu'il y a peut-être un problème? Ce que je veux dire par là, c'est que la capacité à développer l'empathie est critique dans le design thinking, et malheureusement, c'est pour l'avoir développé pendant des années avec le lean manufacturing sur des questions aussi simples que la sécurité, c'est la tâche la plus difficile que je rencontre aujourd'hui. Deuxième point important dans la démarche, c'est la capacité, après à l'observation, à définir en fin de compte quel est le job to be done. Quel est le but de ce que l'on veut, quel est l'objectif de la tâche, quel est le but que l'on veut accomplir. Alors bien souvent, les gens observent, vous disent, bon, la personne fait ceci, cela, pour faire ceci, cela. Et puis on s'arrête là, on s'arrête au degré 1 de l'observation. Et là encore, si on fait le parallèle avec comment on résout les problèmes qualité en lean manufacturing, il y a un fameux outil qui s'appelle le 5 pourquoi, qui consiste à se poser 5 fois la question, pourquoi, 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 pourquoi. Et quand les personnes me disent, elle fait ci parce que ça, je dis oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Obliger les gens qui observent, après l'observation, à s'extraire du premier degré de ressenti de l'observation est critique pour arriver à ouvrir le champ des possibles. Sinon, on ne fera qu'améliorer ce qu'on a vu. Elle fait ci comme ça, bon, on pourrait faire différemment, on pourrait faire mieux. La capacité à prendre du recul, de la hauteur, en se posant 5 fois la question, mais pourquoi elle fait ça? Quel est vraiment le but à atteindre? Quel est vraiment the job to be done? Est un point également, m'en semble-t-il, critique dans l'enseignement et dans le déploiement de cette étape du design thinking auprès des gens qui veulent le pratiquer. Bon, le troisième point, qui est assez facile à comprendre, c'est comment on passe dans les étapes d'idéation, de quick prototyping et de fast learning. Je dirais que c'est assez classique. Là encore, en faisant le parallèle avec le lean manufacturing, dans le lean manufacturing, il y a lean investment, et on fait des chantiers qu'on appelle Oshin, où on met en place des prototypes de machines en carton. On regarde les postes de travail, on implique les opérateurs qui eux-mêmes vont travailler sur ces lignes pour régler les problèmes d'ergonomie, de productivité, de qualité, etc. Et là, c'est à peu près la même démarche qu'on trouve dans les design thinking. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, ayant déployé chez Tarkett le lean manufacturing sur les 8 dernières années, on partait de rien, le parallèle est important pour mes équipes, pour pouvoir comprendre ce qu'on a fait sur le lean manufacturing. Ce n'est pas très différent de ce qu'on veut faire sur le design thinking, avec une approche qui s'adresse à un autre objectif, mais qui est quelque part, qui procède de la même logique. Alors, après avoir compris donc que le design thinking allait pouvoir, la puissance de la méthodologie et de cette approche, et que ça allait pouvoir nous permettre d'atteindre nos objectifs, de procurer à tous nos clients une expérience extraordinaire, on a lancé, à peu près il y a 1 an, un projet au niveau de l'entreprise qui s'appelle Customer Experience 2.0. Pourquoi 2.0? Parce que Customer Experience, ça faisait 8 ans qu'on en parlait, mais en fait, on faisait ça de manière incrémentale. Donc on a dit, on va peut-être changer de niveau. Et donc, en appliquant le design thinking et les outils digitaux sur lesquels je vais revenir, on va essayer d'élever un peu le niveau et de monter la barre. Mais, je dirais, on allait travailler à l'époque, il y a à peu près 1 an, avec une équipe assez restreinte et assez dissociée, je dirais, des business units et des patrons d'activité. Le tournant, en fait, pour faire prendre conscience de l'enjeu au niveau des patrons
de l'activité a commencé en fait par l'équipe de direction. Donc, j'ai amené toute l'équipe de direction au mois de septembre de l'année dernière à San Francisco, dans la Silicon Valley. On a bien sûr rencontré Larry Leifer à la D-School, à Stanford, qui nous a expliqué les principes du design thinking, nous a montré son labo et toutes les expériences qui étaient en cours avec l'équipe de direction. Ça a été déjà un premier partage. Et puis on a rencontré énormément de start-up, ce qui était très intéressant, et on se rend compte de la puissance du modèle de développement de l'écosystème de la Silicon Valley. Et ce qui est intéressant dans ces start-up, c'est que on a vu beaucoup de personnes qui ont démarré leur start-up sans avoir vraiment suivi aucun cours de design thinking, mais qui faisaient un peu de design thinking sans le savoir. Et surtout, ceux qui avaient choisi de démarrer un start-up sur un problème qu'ils avaient vécu eux-mêmes. Alors, le cas le plus fameux que vous connaissez tous, c'est le cas d'Airbnb, où en fin de compte, c'est parti du fait que le fondateur avait lui-même un problème de logement, et il s'est dit, c'est pas possible, je n'arrive pas à régler mon problème, et il s'est dit, je vais développer ma propre solution. Et c'est le cas sur beaucoup d'entreprises, de start-up, et c'est ça qui, à mon avis, fait une grande partie de leur succès. C'est qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui vous touche personnellement, parce que c'est vous qui l'avez vécu, même si vous n'avez pas fait la formation design thinking, vous vous rendez compte que la notion d'empathie est là, dès le départ, et est un gage de succès dans la démarche. Ensuite, après donc, ce voyage dans la Silicon Valley, deuxième moment, 3 mois plus tard, lors de notre convention annuelle des cadres en décembre 2015, où il y a à peu près 134 dirigeants du groupe qui se réunissent tous les ans, dans laquelle Véronique et Hélène est venues présenter la démarche design thinking, et officiellement on a lancé le projet avec une formation qui s'est ensuivie dans les 2 mois qui ont suivi, janvier-février de cette année, pour former un peu plus de personnes, pour commencer à évangéliser quelque part les équipes, et surtout pas de manière théorique, pas en disant on va former les gens, mais de manière extrêmement concrète. On est vraiment dans la logique de l'action. Et on a en gros 3 grandes business units, une en Amérique du Nord, une en Europe et une en Russie. Et chacune des business units a choisi un groupe client. Les Américains ont choisi de travailler avec le groupe client des designers et des architectes. Les Européens ont décidé de travailler avec les installateurs, les entreprises de pose qui installent nos produits. Et puis nos amis russes ont décidé de travailler avec le groupe de clients des grossistes et des points de vente de retail, des points de vente de détail. Chacun ayant pour objectif de déployer un projet donc design thinking, en commençant tout d'abord, donc bien sûr par aller rencontrer des clients types, en identifiant les pain points, donc quelles sont les difficultés que les gens ont dans l'exercice de leur profession au quotidien, et avec une approche design thinking, essayer de régler les problèmes que ces personnes-là rencontrent. Et nous allons continuer à développer cette démarche dans l'entreprise avec, en septembre, la formation, là pour le coup, un peu plus académique de l'ensemble de l'équipe de direction et des chefs de projet pour une deuxième fois, parce que je pense qu'il y a besoin de quelques rappels, et ensuite avec des comités de pilotage qui vont s'assurer du bon déroulement des projets dans chacune des zones. Alors, à peu près 1 an et demi après avoir démarré cette expérience, je voudrais partager avec vous les quelques difficultés quand même que nous avons rencontrées. J'en prendrai que 5, peut-être plus, mais je pense que c'est intéressant de partager avec vous les 5 difficultés que nous avons rencontrées. Alors, la première difficulté, ça a été après la présentation de Véronique aux 154 dirigeants du groupe en décembre. Ils étaient tous emballés, excités comme des puces, et design thinking était devenu un buzzword. Ils disaient tous, on fait du design thinking. Alors, première difficulté, c'est qu'il y a, attends, c'est bien, on est très content que ce soit très motivé par la démarche, mais c'est un peu plus, je dirais, profond que la juste perception que tu as pu avoir lors de la présentation de Véronique, qui était remarquée et remarquable. Le deuxième point, la deuxième difficulté que nous avons rencontrée, c'est cette question d'empathie. Là encore, je reviens, c'est quelque chose d'assez personnel. Il
y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles, qui le ressentent plus ou moins. C'est assez difficile. On n'a pas encore trouvé la solution pour déployer de manière à grande échelle, on va dire, cette capacité à susciter de l'empathie ou à générer de l'empathie. Troisième point qui est un peu moins difficile, je pense, qu'on arrivera à régler plus facilement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la capacité à prendre du recul, de la réflexion, de se poser la question quel est le job to be done, quel est l'objectif à atteindre. Ça, c'est un peu plus, je dirais, rationnel, et donc on y arrivera probablement avec un peu plus de persévérance dans notre formation. Et puis, les deux dernières difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'après le voyage dans la Silicon Valley au mois de septembre dernier, on s'est dit, ça faudrait quand même qu'on arrête de développer des projets en 3 ans. Ça serait bien qu'on arrive à faire comme des startups, des projets en 6 mois ou en 9 mois. Et donc, les 3 pilotes qu'on a lancés dans chacune des zones, en Amérique du Nord, en Europe et en Russie, ont démarré en début d'année et donc se terminent dans quelques jours, la date butoir étant le 30 juin. Et on se rend compte de la difficulté qu'il y a pour une entreprise assez grande comme Target de faire fonctionner ensemble toutes les fonctions d'entreprise et dans des délais très courts. Et on manque vraiment l'agilité. La difficulté pour moi, c'est de faire un petit peu preuve d'agilité pour faire avancer les choses de manière un peu plus rapide et plus flexible. Avant de conclure, je voudrais terminer par quelques réflexions personnelles, quelques convictions personnelles que je voudrais partager avec vous. La première concerne aujourd'hui l'accélération des progrès technologiques que l'on voit partout. On parle beaucoup de l'explosion du digital, du big data et de tout ce que ça va entraîner dans les révolutions dans les années qui viennent, qui fondamentalement vont changer notre vie. La question, c'est que toutes ces nouvelles technologies, cette puissance informatique qui va être mise à notre disposition, va probablement nous aider à être plus efficaces, à faire plus vite, à faire mieux. Mais est-ce que pour autant, on sera plus efficient? L'efficacité, c'est de faire les choses bien. L'efficience, c'est de faire les bonnes choses. Et je pense là que le design thinking a une place importante à jouer parce que, qu'on le veuille ou non, il va se passer probablement beaucoup de temps, si jamais un jour ça arrive, avant que les robots, les ordinateurs aient développé des capteurs qui permettent de capter l'émotion humaine et faire preuve de l'empathie dont on parle tant. Donc oui, la puissance de calcul va permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin, mais est-ce que fondamentalement on sera capable de déceler les émotions? Et c'est ça qui fait les différences. La différence de la vie, c'est avant tout de l'émotion. Je ne suis pas sûr, et je pense que ça laisse beaucoup de jours de perspectives heureuses pour le développement du design thinking, parce que cette partie-là ne sera jamais remplacée, à mon sens, par les ordinateurs. Donc maintenant, il est temps de conclure. Pour moi, le parcours a été extrêmement intéressant. Je pense que Target est en train d'accélérer son développement vers sa démarche de donner à tout le monde une expérience client extraordinaire. Je suis bien sûr confronté au fait que c'est un changement de culture assez radical. Et comme tout changement de culture, il faut beaucoup de persévérance, beaucoup d'énergie pour le mettre en place. La difficulté également, c'est que la théorie n'est pas très compliquée, pour être tout à fait honnête, mais tout se fait dans la pratique. C'est ça la différence entre un bon artisan et un mauvais artisan, c'est le tour de main. Et là, il faut pratiquer. Donc on revient sur le design maker, c'est en faisant qu'on apprend le métier. Et là, il ne faut pas hésiter à tester, à se lancer dans les nouveaux projets. Et surtout, ce qui me motive le plus, c'est que, un peu comme le lean manufacturing, ou si je reprends l'exemple de Toyota, Toyota très tôt a expliqué à ses concurrents, il a fait une joint venture avec General Motors à l'époque, a donné ses méthodes aux concurrents.
il ne les a pas gardés pour lui, en disant j'ai un avantage concurrentiel que je ne partage pas. Et c'est fondamentalement comprendre que l'avantage concurrentiel n'est pas dans l'outil. L'avantage concurrentiel qu'on retire du design thinking, il est dans la culture de l'entreprise. Et copier la culture de l'entreprise, c'est impossible. Personne, il y a des gens, beaucoup d'entreprises qui se sont rapprochées du modèle Toyota, qui ont déployé Lean Manufacturing de manière assez remarquable. Personne n'a atteint le niveau d'excellence et personne n'a pu répliquer la culture de Toyota. Design Thinking, je suis convaincu, va donner à Tarkett un avantage concurrentiel que nos concurrents ne pourront pas répliquer, même si les outils sont duplicables. Et c'est ça qui, quelque part, m'encourage à persévérer dans cette voie-là. Et puis, pour terminer, je voudrais terminer avec ce proverbe chinois. Ce n'est pas le but de la promenade qui est important, mais les pas qui y mènent. Donc c'est vraiment le parcours qui est intéressant dans cette approche design thinking. Merci beaucoup pour votre attention.